Les anciens textes indiens évoquent des chars richement ornés, voire des palais entiers, connus sous le nom de Vimana, capables de s'élever dans les airs et de parcourir, en quelques secondes, des distances allant jusqu'à l'espace. Si certains considèrent ces Vimana comme relevant exclusivement de la mythologie indienne, d'autres estiment qu'ils pourraient s'inspirer d'une technologie véritable, perdue au fil des siècles. Selon les textes de l'ancien Veda indien, il existait des Vimana variés, comme le Vimana éléphant doté de plusieurs moteurs, ainsi que de nombreux modèles portant des noms d'animaux ou d'oiseaux. Certains étaient conçus pour des trajets locaux, d'autres pour voyager à l'étranger, et d'autres encore pour explorer la Lune ou d'autres planètes. Ils pouvaient atteindre des vitesses stupéfiantes. L'un des Vimana possédait la capacité exceptionnelle de se rendre invisible. Un autre, en forme de sphère, était propulsé par les vents de Mercure. Ce modèle aurait produit un rayon immense, comparable à celui du Soleil, et un bruit retentissant semblable au tonnerre. Tous les Vimana étaient réputés indestructibles et parfaitement adaptés au combat. Pour piloter un Vimana, il fallait maîtriser un ensemble de connaissances, comparables à celles requises pour un pilote d'avion moderne, et regroupées en 32 secrets. Ils incluaient la structure de l'engin, les techniques de décollage et de manœuvre en toute sécurité, ainsi que des savoir-faire spécifiques comme comment se rendre visible ou invisible, comment se dissimuler, comment être rapide, ou encore comment gérer les phénomènes de contraction et d'expansion. Pour échapper à ses adversaires, le pilote d'un Vimana devait se hisser jusqu'à la 8e couche atmosphérique au-dessus de la Terre et tirer parti de la puissance des rayons solaires obscurs. Si cette consigne peut paraître étrange, d'autres instructions, plus plausibles, conservent une certaine pertinence dans le contexte de l'aéronautique moderne. Certaines sections des textes dédiés aux Vimanas mettent en lumière des aspects tels que les itinéraires de vol, la formation des pilotes, la navigation, mais également les tenues appropriées pour ces derniers, ainsi que les aliments recommandés pour de longs trajets. Ces écrits recèlent également des informations techniques détaillées sur l'utilisation de métaux absorbant la chaleur, les types de métaux employés et leurs points de fusion. Les défenseurs de l'idée que les Vimanas étaient plus que de simples mythes estiment que les anciens Indiens n'auraient probablement pas consacré autant de précision à une vulgaire légende. Ainsi, ces palais volants pourraient avoir été réels et extraordinairement en avance sur leur temps, à l'image de nombreuses autres inventions indiennes. Au VIe siècle avant notre ère, un chirurgien indien du nom de Sushruta a rédigé ce qui est considéré comme le premier manuel de médecine et de chirurgie. Surnommé le père de la chirurgie pour ses contributions, Sushruta a catalogué des centaines de plantes médicinales et décrit des interventions chirurgicales complexes. Il a notamment consigné des instructions pour des reconstructions nasales, ainsi que des greffes de peau transférées d'une partie du corps à une autre. La technique originale de rhinoplastie, qui consistait à prélever un fragment de peau sur le front pour reconstruire un nez, demeure utilisée aujourd'hui. Toutefois, à l'époque, cette intervention répondait à des besoins très différents de ceux d'impressionner le public des réseaux sociaux. Ces chirurgies étaient destinées à aider des individus ayant perdu leur nez en raison d'un châtiment ou de blessures subies au combat. C'est à un prodige des mathématiques indiens de l'Antiquité, nommé Aryabhata, que nous devons l'invention du zéro. Bien qu'elle puisse paraître anodine, cette découverte a été cruciale, car sans elle, il n'existerait ni système binaire, ni ordinateur. Avant le 5e siècle de notre ère, les gens se contentaient d'un simple symbole pour indiquer l'absence de valeur. Grâce à cette invention, l'addition, la soustraction et bien d'autres opérations sont devenues infiniment plus simples. Vous pouvez observer le plus ancien zéro connu, gravé sur le mur d'un temple de Gwalior, en Inde. Dès 1500 avant notre ère, voire plus tôt, la civilisation de la vallée de l'Indus utilisait des règles en ivoire. Ces instruments, retrouvés lors de fouilles sur les sites de l'actuel Pakistan et du nord-ouest de l'Inde, étaient couramment employés en architecture avec une précision remarquable. Chaque règle comportait des unités mesurant un peu plus de 3 cm, minutieusement divisées en sous-unités précises, jusqu'à une tolérance de 2 millièmes de centimètre. L'invention suivante relève davantage du concept que de l'objet tangible. La standardisation consiste à fixer des règles communes en s'appuyant sur un ensemble de critères, qu'ils soient humains, matériels ou d'intérêts variés. L'une de ces applications les plus notables, à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués, est celle des poids standardisés. Que l'on utilise des livres ou des kilogrammes, ces mesures universelles sont essentielles, n'est-ce pas? Pour cela, nous devons un grand merci aux marchands de la civilisation arapéenne, qui vivaient il y a près de 4000 ans. Ces derniers utilisaient des poids standardisés pour mesurer aussi bien des céréales que des produits de luxe. Leur système de mesure reposait sur des bases mathématiques décimales et binaires. Bien qu'ils n'aient pas disposé de technologies avancées,
Ils ont atteint une précision remarquable grâce à des calculs complexes et à l'utilisation ingénieuse de matériaux tels que le sable pour la construction. Leur expertise en matière de standardisation s'est diffusée jusqu'en Perse et en Asie centrale, devenant ainsi une norme mondiale en matière de pesée. Si le yoga est votre pratique favorite, vous avez une excellente raison de rendre hommage aux anciens sages indiens. Le yoga a été mentionné pour la première fois dans les Védas de la civilisation de l'Indus-Sarasvati, dans le nord de l'Inde, il y a plus de 5000 ans. Avec le temps, cette discipline a été perfectionnée et enrichie, devenant une vaste philosophie comprenant plus de 200 écrits sacrés consacrés à l'art d'atteindre l'illumination. Au début de notre ère, le yoga a pris une nouvelle dimension grâce à l'écrivain hindou Patanjali, qui a structuré la pratique dans son œuvre, les Yoga Sutras. Cette discipline s'est transformée en une méthode complète de rajeunissement du corps et en une pratique visant à prolonger la vie, avec des postures que l'on continue à exécuter sur les tapis d'aujourd'hui. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le yoga a gagné le monde occidental, où il s'est rapidement propagé. Le jeu d'échecs, souvent considéré comme le jeu de prédilection des intellectuels, est également une invention indienne. Son ancêtre, connu sous le nom de Chaturanga, était un jeu de stratégie sur plateau qui a commencé à se populariser environ 3000 ans avant notre ère. Cette version primitive des échecs se jouait à 4 joueurs au lieu de 2 et comportait 64 cases. Chaque participant disposait de 8 pièces, allant des pions au roi, en passant par les fous et les cavaliers. À cette époque, on n'utilisait pas de dés classiques à 6 faces, mais un dé oblong. Les joueurs qui s'affrontaient étaient en réalité regroupés en 2 équipes selon leur position. La version moderne des échecs, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve mention pour la première fois dans une légende de l'ancienne littérature indienne. Selon cette histoire, l'épouse du démon Ravana aurait inventé le jeu afin de divertir son époux. Le mot shampooing trouve son origine dans un terme hindi signifiant apaiser ou pétrir. Cette substance, inventée en Inde en 1762, servait à l'origine pour les massages crâniens, d'où son nom. Le premier shampoing était composé d'huile naturelle et de plantes. Les commerçants britanniques, séduits par cette idée, l'ont ramené en Angleterre. Puis il aura fallu plusieurs années pour que cette huile de massage évolue en shampoing tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais son origine reste indienne. Contrairement aux Grecs anciens, qui portèrent des peaux d'animaux, les Indiens ont commencé à cultiver le coton dès les 5e et 4e siècles avant notre ère. Ils utilisaient des fils de coton pour fabriquer des textiles, qui devinrent rapidement très prisés en Méditerranée et au-delà. Le jute et la laine trouvent également leurs racines en Inde. Le Cachemire, célèbre pour être la laine la plus fine et la plus luxueuse, provient de la région du même nom, située à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de la Chine. Quant aux boutons ornant ces vêtements de Cachemire, ils ont également une origine indienne. Il y a environ 5000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus transformait des coquillages en forme géométrique percés de petits trous. Ces ornements, d'abord purement décoratifs, furent ensuite utilisés pour attacher les vêtements. Lorsque l'on évoque les pionniers de la communication radio, le nom de Marconi est souvent celui qui domine. En 1909, il a même reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux révolutionnaires. Pourtant, un autre génie, longtemps resté dans l'ombre, mérite d'être reconnu. Sir Jagdish Chandra Bose. Dès 1895, Bose a démontré le potentiel des ondes de communication radio. Lors d'une expérience à l'hôtel de ville de Calcutta, il a transmis une onde électromagnétique sur une distance de 23 mètres, traversant des murs, déclenchant une cloche et enflammant même de la poudre à canon. Marconi s'est inspiré de l'invention de Bose, le cohéreur à mercure, pour développer sa propre radio bidirectionnelle. Hélas, Bose n'a pas breveté son invention, et il n'a obtenu la reconnaissance de son génie qu'1 siècle plus tard,